Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast, dans ce deuxième épisode du RC Talk. J'espère que le premier épisode vous a plu. En tout cas, nous, on a eu de très bons retours de notre côté. Donc, ça fait plaisir de voir que vous soutenez ce nouveau projet. En tout cas, nous, ça nous a vraiment plu et c'est pour ça qu'on enchaîne directement sur un deuxième podcast. Donc, sur le premier podcast, on s'est demandé si le sport de haut niveau était fait pour tout le monde. Dans ce deuxième podcast, on va se demander tout simplement comment être un bon athlète et surtout, plus spécifiquement, comment être un bon powerlifter parce que ça touche directement à notre discipline. Aujourd'hui, je suis accompagné comme toujours de mon acolyte Clément. Comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ça va, super. Et aujourd'hui, en à peu près 40 minutes, on va essayer de répondre à cette question, comment être un bon athlète, être un bon powerlifter. Alors, on n'est pas à 100% d'accord, Clément et moi, donc ça va être sujet de débat. On va partir sur plusieurs thèmes. Donc, d'une part, les exigences du powerlifting, d'autre part, l'approche en termes de mindset, en termes d'entraînement, quelles sont les bases à respecter afin de devenir meilleur. En tout cas, tout ce qu'on peut vous dire, c'est que ça va être intéressant. Ça va vous coûter 40 minutes de votre vie et vous apporter autant de connaissances que vous pourriez apprendre en 10 ans. 10 ans, attention. Ambitieux, hein? On peut pas se louper aujourd'hui. Donc, c'est parti. Aujourd'hui, la position que je vais défendre tout de suite dans ce débat, c'est qu'être un bon powerlifter, c'est pas juste soulever lourd, c'est surtout en fait avant tout une certaine posture, une discipline et une manière de structurer son quotidien. Donc je dis être un bon powerlifter, mais c'est aussi être un bon athlète. Donc dans cet épisode, on va vraiment explorer ce que ça signifie réellement et comment est-ce qu'on va y parvenir sur le long terme. J'imagine que tu es d'accord avec moi jusqu'ici, Clément. Complètement. Donc, dans un premier temps, je vais nous lancer sur le premier bloc qui va être quelles sont les exigences du powerlifting. Donc, selon toi, Clément, si on parle vraiment de powerlifting, on parle de notre discipline, quelles sont les exigences de ce sport et qu'est-ce qu'il faut en fait avant tout maîtriser pour pouvoir devenir bon dans cette discipline? Alors, selon moi, le powerlifting, déjà, il faut avoir en tête que c'est un sport qui est assez exigeant d'un point de vue de sa structure. C'est-à-dire que on peut pas laisser la place au hasard, ou du moins c'est quelque chose qui va pas durer longtemps. On peut progresser les premiers mois, voire les premières années, en optimisant pas sa pratique, mais étant donné que c'est un sport chiffrable et quantifiable, il va falloir vite essayer de donner du sens à son entraînement, avoir une logique autour de l'entraînement, comprendre qu'aussi, même si ça fait un peu cliché comme phrase, le powerlifting, c'est un mode de vie et ça s'apparente pas uniquement à ce qu'on fait à la salle, mais également ce qu'on fait en dehors de la salle, comment est-ce qu'on optimise sa nutrition, sa récupération, sa santé mentale, sa santé physique, etc. Il faut prendre soin de soi, en fait. Je pense que c'est vraiment le truc le plus important, c'est prendre soin de soi et faire attention à son corps parce qu'on n'en a qu'un. Et si on fait n'importe quoi avec, en fait, on ne pourra pas l'utiliser pleinement pour pouvoir performer sur les trois mouvements. Ok, ok, t'as quelque chose d'autre pour compléter? Ouais, je pense que la force athlétique aussi, il faut voir ça comme une discipline de régularité avec des hauts et des bas. Il faut pas oublier qu'on est des humains, on n'est pas des robots et que il y a des jours sur lesquels il faudra pousser un peu moins la machine et pour d'autres où on pourra aller un petit peu plus loin par rapport à ça. Ça veut pas dire que les jours où on a la flemme, il faut rien faire. Il faut pas fort se faire, enfin, il faut parfois se faire un Se petit peu faire souffrance, violence? voilà, se faire violence, exactement, mais tout en écoutant quand même ces signaux internes, parce que je pense que le plus important, c'est d'écouter son corps, mais d'apprendre à bien l'écouter de la bonne des façons. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser la flemme ou la procrastination nous guider, mais il ne faut pas non plus laisser l'ego nous faire n'importe quoi. Donc c'est vraiment des signaux qu'on va apprendre à maîtriser et à titre personnel, une des premières choses que j'ai appris lorsque je me suis formé en tant que coach, c'était un enseignant en STAPS qui m'avait dit ça, c'est que les meilleurs sportifs, au final, c'est ceux qui ont les meilleurs feedbacks par rapport à eux-mêmes. Et on a beau implémenter des technologies, des capteurs, etc. Ceux qu'il faut écouter en premier, c'est ceux de l'athlète de haut niveau parce que généralement, il se trompe pas et il est plutôt dans le bon, en fait, par rapport à ces sensations-là. Ok. Hmm. Bah, je suis là pour le coup, je suis carrément d'accord. J'insisterai pardon particulièrement sur le point que c'est une discipline plus ou moins de long terme. Alors Mm. quand on dit c'est une discipline de long terme, ça veut pas dire que c'est une discipline
où tu peux être vraiment lent parce que tu as 15 ans, 20 ans pour t'exprimer. Mais je dirais que quand tu fais des choix, faut toujours penser à ce que ça implique derrière et au calcul bénéfice-risque. Par exemple, quand tu fais des entraînements et que tu soulèves tout le temps lourd et que tu utilises toutes tes ressources, que tu les épuises et que tu limites ta progression sur le long terme derrière, ou bien que tu te crées des blessures qui vont t'handicaper pendant 2 ans, bah, c'est que t'as pas fait les bons choix, tu vois. Les solutions pour être le plus fort tout de suite à l'instant T, c'est pas nécessairement les meilleures solutions. Et du coup, l'exigence du powerlifting, c'est aussi en grande partie, je pense, prendre du recul et utiliser son cerveau, même si quand on parle de sport de force, souvent on se dit brut, etc. Si tu réfléchis, t'es faible. Alors que non, c'est pas du tout ça. Et voilà, donc faut vraiment penser long terme. Et je pense que tout ça fait partie des exigences de base en fait du powerlifting et c'est quelque chose qui est assez implicité mais il faut aussi l'expliciter quand on est coach ou même quand on est athlète en ayant ce dialogue interne, ce discours interne et en parlant à nous-mêmes. Donc être vraiment progressif sur les charges, penser long terme dans sa structuration, penser périodisation, penser plan de saison et ainsi de suite. Ouais, et j'ajouterais à ça que même si c'est une discipline de long terme, c'est pas pour autant qu'on peut pas se fixer des petits objectifs à court terme parce que on dit toujours, la force athlétique, c'est un marathon, pas un sprint et il y en a certains que ça peut décourager en disant: «Bah, ouais, mais moi j'aimerais atteindre des objectifs, plutôt rapidement et cetera». Rien ne vous empêche, de vous fixer des petits objectifs à court terme. Le tout, c'est qu'ils soient en phase avec la réalité et ce que vous êtes capable de faire. Si vous voulez avoir une progression, exponentielle sur les 3 mouvements, vous serez peut-être, déçu et il faut quand même garder les pieds sur terre et en fait, ce qui est difficile dans la force athlétique, c'est que c'est un équilibre à trouver entre des choses qui sont souvent un peu, ambivalentes. Par exemple, je trouve que l'ego, c'est quelque chose qui fait défaut à beaucoup de powerlifters, mais d'un autre côté, est-ce que si on n'avait pas d'ego, on pratiquerait de la force athlétique? Parce que soulever le plus lourd possible, au final, c'est quand même quelque chose qui demande un minimum d'ego de base, et vouloir être le meilleur, c'est quelque chose qui, pareil, soulève de l'ego, mais c'est de l'ego qui doit être bien placé au service de la performance et pas au service de mauvais choix, on va dire. Ok. Quand on parle de performance justement et qu'on parle de choix et de vision long terme, etc., je pense qu'avant tout, quand tu veux être un bon powerlifter, tu veux être un bon athlète, bah faut partir dans une certaine logique selon laquelle, avant de penser programmation, faut penser état d'esprit parce que c'est notre tête qui guide nos mouvements, qui Mm. guide notre façon de nous entraîner, notre approche à l'entraînement, notre motivation, etc. Donc je pense que le bloc ici enfin le chapitre ici qu'on peut attaquer et qui sera intéressant, c'est comment est-ce qu'on peut construire un mindset solide et un mindset adapté à la performance selon toi. Alors, tout d'abord, selon moi, c'est, s'entourer de personnes qui ont de l'expérience et ne pas hésiter à leur, faire part parfois de nos doutes, de nos incertitudes et leur demander de l'aide quand ça ne va pas. Parce que au final, la motivation, elle fluctue. Parfois on est motivé, parfois on n'est pas motivé, parfois on a des blessures, parfois on n'a pas de blessures et à titre personnel, une phrase que j'aime bien, c'est de dire que celui qui fait la différence, c'est pas celui qui va s'entraîner quand ça va, c'est celui qui va s'entraîner quand ça va pas. Parce qu'au final, on est tous capables d'aller à la salle quand on n'a pas de blessure, on est tous capables d'aller à la salle quand on se sent bien, mais par contre, tout le monde n'est pas capable de tenir un programme d'entraînement 5 jours par semaine quand il n'est pas motivé, ou quand il a des partiels, ou quand, je sais pas, moi, il a des soucis personnels, etc. Et pour pouvoir tenir ça, j'en ai parlé dans le précédent podcast, euh, il faut que ça passe par des habitudes. Et des habitudes vient la discipline. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'une habitude, elle rend quelque chose qui est insupportable supportable et quelque chose qui est supportable à la fin confortable. Si vous testez quelque chose de nouveau, il y a fort à parier qu'au début, ça vous mette dans une situation difficile, mais qu'au fur et à mesure où vous répétez cet effort-là, vous allez vous trouver dans une situation qui est de plus en plus confortable. Et il ne faut pas avoir peur par moment d'affronter cette situation qui est inconfortable. Et si jamais vous ressentez que c'est vraiment difficile pour vous euh, par période d'aller à l'entraînement ou d'avoir les pieds sur terre, bah, n'hésitez pas à vous faire aider, n'hésitez pas à parler avec votre entourage, avec votre coach, parce que c'est dans ces moments-là qu'on peut
se faire aider et du coup, on va dire supporter les choses que tout seul on n'arriverait pas à porter soi-même. Toi, Ok. c'est quoi ton Donc, avis par rapport à ça? Qu'est-ce qui, selon toi, permet de construire un vrai mindset solide et qu'est-ce qui t'a permis justement, de tenir autant d'années, dans la force athlétique? moi, je vais rester sur la même position que j'avais sur la vidéo dernière, sur le fait de construire une certaine motivation intrinsèque solide. Et ça OK. passe par le pourquoi, donc pourquoi tu le fais. Mmh. Et si tu penses à chaque fois au pourquoi tu le fais, selon moi, c'est une dose de motivation illimitée. Donc le pourquoi, c'est quelque chose qui se cultive. J'avais appris ça en plus à l'époque avec mon préparateur mental. Le pourquoi, c'est quelque chose que tu vas noter, c'est quelque chose que tu vas chercher à faire évoluer dans le temps, parce qu'au fur et à mesure de nos expériences de vie, on n'a plus le même pourquoi, on n'a plus les mêmes raisons de le faire. Donc quand tu cultives ton pourquoi, derrière, bah, je pense que tu as une sorte de boost de motivation et une source de motivation un peu illimitée. Et ça te pousse surtout à bien réfléchir pour les fois où ça va moins bien, pour les fois où ça va très bien, etc. Pour les fois où ça va très bien, forcément, tu es fier de toi. Pour les fois où, les fois où ça va... Les fois, pardon, où ça va moins bien, bah, tu vas te dire, faut que je continue à cause de mon pourquoi. Et c'est quelque chose qui va te pousser à tout le temps aller à l'entraînement. Après, il y a d'autres problématiques forcément qui vont être créées et le pourquoi il n'est pas, comment dire, il est pas imperméable. Et derrière, il y a certains défauts qu'on peut avoir, tels que tu vois l'impatience liée aux réseaux sociaux, genre la comparaison, le fait d'être hypé par un lift ou bien le fait d'être démotivé par un lift, etc. Et justement, ça va venir avec de la maturité. Donc, je pense que quand tu veux être un athlète de haut niveau, enfin, être un bon powerlifter, pardon, et avoir un bon mindset adapté à la performance, je pense que tu dois faire preuve déjà d'une certaine patience, comme on l'a dit précédemment, tu vois. Tu dois chercher à bien développer ton pourquoi. Donc, pourquoi est-ce que tu le fais? Donc, bien cultiver ta motivation intrinsèque et développer certains leviers mentaux. Ça, c'est un peu plus spécifique, tu vois, on s'éloigne un peu du sujet du mindset, mais je trouve que, par exemple, la visualisation, cette méthode-là, c'est quelque chose qui est franchement vachement sous-coté et c'est quelque chose qui aide vraiment beaucoup lorsque tu veux faire de la performance. Donc, il faut avoir un mindset déjà qui te pousse à aller à l'entraînement, qui te pousse à respecter ce que tu as mis en place, donc avec la patience, et avoir un mindset qui t'aide aussi à performer pendant l'entraînement, faire de la bonne visualisation, de la visualisation qui va dans le bon sens, te visualiser dans des situations positives. Et c'est comme ça, selon moi, que ça te pousse à tirer le meilleur de toi-même. OK, donc selon toi, il faudrait déjà, commencer entre guillemets à s'auto-questionner, à se dire, «Pourquoi est-ce que je veux faire ça?» Peut-être aussi: «Comment est-ce que je compte y arriver? Quels sont les moyens que je vais mettre en place?» Donner du sens au final à sa pratique, c'est ce qui selon toi est important? Exact, ouais. Il faut absolument donner du sens à sa pratique et c'est comme ça qu'on crée justement une source de motivation et un levier motivationnel. Donc ça va être la première étape selon moi. La OK. deuxième étape, ça va être de suivre le plan qu'on s'est établi en faisant preuve de patience, en se faisant moins, je vais pas dire pas influencé par les réseaux parce que tout le monde est influencé par les réseaux, en se faisant moins influencé par les réseaux et derrière créer un mindset qui va te pousser à la performance, notamment en te visualisant dans des situations positives, dans des situations où tu as confiance en toi, en faisant vraiment cette bonne visualisation, en ayant un discours interne positif aussi. Ouais. Le fait d'avoir un bon discours interne, c'est vachement important parce que le cerveau, il peut pas penser à l'opposé de ce que tu dis. Rien que si tu vas faire un lift et que dans ta tête, tu te dis, ouais, je suis nul, je l'aurais pas, etc., bah, tu vas pas l'avoir, hein, c'est pas ton spotter qui va la soulever à ta place. Ouais, clairement. Donc, je pense que ça passe par ces étapes-là, un mindset solide et un mindset axé sur la performance, tu vois. Pareil, moi quand je suis en coaching et que j'ai des gens qui sont vachement pessimistes ou qui ne croient pas en eux, etc., bah, c'est un levier sur lequel je joue et on va discuter, on va chercher à améliorer cet aspect-là, améliorer ce levier-là, parce que j'aurais beau faire le meilleur programme du monde, si déjà là à l'intérieur ça fonctionne pas, bah t'auras beau mettre les intentions que tu veux, ton système nerveux il sera au lit quand tu passeras sur ton top 7. Ouais et je veux pas dire qu'on est des voyants, mais c'est vrai qu'il y a des red flags qu'on remarque tout de suite chez des personnes parfois qu'on coach et cetera, qui ont des discours, vis-à-vis d'eux-mêmes qui sont très durs et très pessimistes et on sait que s'il y a pas de changement au niveau, de cette mentalité et de ce mindset, sans,
on va dire, porter le coup à ces personnes-là. Elles ne font pas exprès et elles subissent plutôt la situation. Personne n'apprécie avoir un discours, pessimiste vis-à-vis de soi, mais c'est vrai que quand on voit des personnes qui ont ce discours-là, on sait que s'il y a pas de changement au niveau, de la perception de soi et de la mentalité et de la façon, on va dire, de voir les choses, heu, on va aller dans le mur le jour de la compétition ou le jour du test de max. Parce que si tu y crois pas, comme tu l'as dit, personne ne va y croire pour toi. Et il y a une phrase qui est bateau, qu'on connaît tous, c'est essayer de voir le verre d'eau à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Alors sans être délusionnel au quotidien, c'est-à-dire qu'il faut savoir tirer des conclusions s'il y a des actes positifs ou négatifs qui arrivent, mais je trouve que on peut tirer beaucoup de positifs de quasiment n'importe quelle situation et que c'est pas être délusionnel de toujours chercher à avoir du positif parce que de façon générale, il y a un biais cognitif du cerveau humain qui fait que on va beaucoup plus retenir les informations négatives que positives. Bah, toi, Richemont, tu le sais parce qu'en plus, comme tu es connu sur les réseaux sociaux, etc., si par exemple, tu as 10 messages de soutien et un message de haine, eh ben, tu vas beaucoup plus retenir le message de haine que les messages de soutien. Et il y a un exemple marquant par rapport à ça, c'est les médias. Quand vous regardez les infos, si vous avez 5 bonnes nouvelles et une mauvaise nouvelle, si à la fin on vous demande de retenir ce qui a été dit lors des infos, vous allez peut-être systématiquement, quasi systématiquement, parler de la mauvaise nouvelle. Et c'est un espèce de biais cognitif de protection, c'est-à-dire que on essaye de retenir ce qui est potentiellement dangereux ou mauvais pour nous pour éviter d'y être à nouveau confronté. Mais dans la vie de tous les jours et dans la pratique sportive, ça peut être handicapant parce que du coup, on va avoir tendance à se mettre des œillères et à moins voir le positif et à plus voir le négatif. C'est pour ça que essayer d'avoir un mindset toujours optimiste par rapport à soi ou d'essayer de tirer des choses positives de chaque situation, même si elle est difficile, ça me semble être super important pour tenir sur le long terme. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Ok, je suis carrément d'accord avec toi. La question du biais, elle est tellement, tellement, tellement réelle. Regarde, par exemple, je vais te raconter une anecdote en fait qui m'a permis de modifier ma vision par rapport à ça. En fait, tu vois, quand tu gagnes une compétition, là pour le coup, c'était les championnats du monde, championnats d'Europe 2022. Quand Ouais. tu gagnes une compétition, tu as plein de messages de félicitations. Tu vois. Et bah, c'est dur forcément quand tu as de la visibilité de répondre à tout le monde. Mm. Donc généralement, ce que je fais quand je fais un post comme ça, c'est que je like tous les commentaires. Tu vois. Ça veut dire merci, etc. C'est pas du dédain, mais je like. Et je me souviens que sur les championnats d'Europe 2022, j'avais eu énormément de réactions, tu vois, j'ai eu des centaines de commentaires, et j'avais tout liké. Et je crois qu'il y a un mec qui était venu, qui m'avait insulté, et qui m'avait dit, ouais, de toute façon, t'es chargé, etc., Mm. tu t'es pas accordé des livres, tu devais pas. Mais un commentaire de haineux, tu vois. Ouais. C'est le seul mec à qui j'ai répondu. Mm. C'est Et quand fou, je hein. suis rentré chez moi, ouais, c'est ça, quand je suis rentré chez moi, enfin, je suis retourné chez mes parents, et j'ai ma sœur qui a dit, ah ouais, t'as même pas répondu à mon commentaire, mais ce mec-là, tu lui réponds et tout. Et après, je suis parti sur mon poste, je me suis dit, mais en fait, je suis débile. Mm. Et je me suis dit, en fait, tous les gens qui ont pris le temps de m'envoyer un message, etc., de m'envoyer de la force, etc., bah, je leur ai juste donné un like. Et ce mec-là, qui est juste venu pourrir mon temps, en plus raconter des conneries, bah, en fait, je lui ai donné mon temps. C'est le seul à qui, justement, j'ai accordé du temps, Mm. j'ai accordé de l'importance, de la valeur et tout. Alors que c'est même pas positif. Et généralement, on va avoir tellement de critiques, tellement de messages négatifs, mais en même temps, on va avoir beaucoup plus de messages positifs. On va se dire, putain, tout le monde me déteste. Enfin, c'est pas mon cas parce que j'ai des amis qui en reçoivent beaucoup plus. Mais tu vas te dire, putain, il y a beaucoup de gens qui me détestent, il y a tout le monde irrespectueux, etc. Et en fait, non, c'est pas du tout ça. Parce que, en plus, quand les gens ont du positif à dire, souvent il y a une majorité silencieuse. Et ils vont pas le Clairement. dire, tu vois. Et c'est souvent les gens qui veulent cracher du venin qui vont venir parler. Et voilà, tu vois. Enfin, je le vois bien, tu vois, quand je vais dehors, quand je vais dans des compètes et tout, le nombre de gens qui viennent me voir et me disent, ouais, je suis fan, j'ai commencé le power grâce à toi, t'es trop fort et tout. J'ai jamais commenté, mais t'es incroyable. Tu vois, ça me refait ma journée pendant une Mm. journée. Je me dis, mais c'est trop. Alors que tu vois, je reçois peut-être un message de haine tous les mois, ou un petit peu plus, et derrière, bah, j'ai l'impression qu'il y a trop de haine sur les réseaux sociaux, alors que pas du tout. Mais ouais, faut voir, tu vois, la majorité silencieuse et ne pas se laisser avoir par ces biais, justement. Parce que nos biais sont là, justement, pour modifier la vérité. On est tous soumis aux biais, mais derrière, faut en être conscient pour pouvoir les combattre. Ouais, bah de toute façon, l'exemple des réseaux sociaux, il marche bien, c'est-à-dire que
On voit beaucoup de haine sur les réseaux sociaux parce que c'est ce qui fait marcher l'algorithme avec des critiques à tout va. Mais la réalité, c'est que on voit quasiment jamais personne se mettre sur la gueule, ou alors j'ai jamais vu par exemple quelqu'un en compétition de powerlifting aller voir quelqu'un et lui dire oh je déteste ta technique, j'aime pas ce que tu fais. Euh, c'est la réalité, elle est tout autre, et du coup je trouve que c'est bien d'avoir conscience de ça pour être un petit peu en phase avec la réalité et ne pas du coup être trop dur avec soi-même, parce que parfois on est vraiment difficile avec nous-mêmes en se disant j'ai pas fait ce qu'il fallait à l'entraînement, j'ai pas été bon, j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu mieux dormir. Alors que par exemple, il y a plein de gens qui rêveraient d'avoir notre discipline et de se dire punaise, waouh, t'as le courage d'aller à la salle 4 ou 5 fois par semaine, c'est déjà énorme. Et je trouve que dans les moments où on est difficile avec nous-mêmes, ça peut être bien parfois de prendre un petit peu de recul, même si ça n'enlève pas au fait que bah, parfois il faut se sortir les doigts et il faut aller à la salle. Et je pense que dans tous les cas, le coach ne manquera pas de dire à son athlète si jamais il en fait pas assez ou si jamais il doit se faire un petit peu souffrance. Mais il faut pas avoir peur d'être positif avec soi-même et de se donner des encouragements, parce que si on est trop dur avec nous-mêmes, généralement le sport ne durera qu'un temps et on finira rapidement par se dégoûter. Ok, je suis totalement d'accord, tu vois, sur cette position-là. Hmm. Et derrière, tu vois, si on va un peu plus loin que le mindset, Hmm. euh, il y a quand même des fondamentaux, tu vois, à respecter sur la programmation. Évidemment. Euh, et avant tout, je pense que ce qu'il faut respecter, c'est une bonne programmation. Donc, une bonne programmation, ça passe par quoi? C'est une programmation simple, une programmation cohérente et une programmation adaptée à tes conditions du moment. Et donc, c'est, selon moi, hein, une programmation avec une base solide et une base précise. C'est-à-dire, déjà fixer un objectif précis. Où est-ce que je vais? Où est-ce que j'en suis dans l'année? Euh, quelles sont mes forces et quelles sont mes faiblesses actuelles? Et on part, tu vois, généralement sur des blocs de 4 à 6 semaines. Il y en a qui font des blocs de 3 semaines, dont moi en préparation, en préparant parfois des grosses échéances. Mais il y en a qui font des blocs de 8 semaines, notamment sur du off-saison. Mais du coup, ouais, ça passe par des blocs de 4 à 6 semaines. Ensuite, derrière, on va utiliser les leviers principaux, tu vois, pour jouer sur la programmation, notamment via le volume, l'intensité, la fréquence. On va aller chercher des deloads, des phases de récupération. Donc certes, tu vois, il y a cet aspect mindset, mais il y a aussi des bases à respecter dans la programmation. Si jamais on a même le meilleur mindset du monde, si on n'a pas les bonnes bases dans la programmation et qu'on n'apporte pas le bon stress, la bonne dose de stress justement à notre corps, bah, notre corps il répondra pas favorablement. Donc pour toi, quelles sont justement ces bases de la programmation? Bah, comme tu l'as dit, en fait, les bases, déjà, il faut être capable de se dire qu'est-ce que c'est. Pour moi, les bases, c'est ce qui compose la structure d'entraînement et ce qui compose les bases, on va dire, de la technique sur les différents mouvements. Euh, Quand j'essaie d'expliquer ça, je prends l'exemple souvent, par exemple, d'un mouvement, imaginons le squat. On entend beaucoup de ce qu'on appelle les cues, les tips, etc., pour dire il faut que tu engages plus ta hanche, il faut que tu envoies pas trop les genoux vers l'avant, il faut que tu baisses un peu la barre dans ton dos, etc. Moi, j'invite les gens à commencer par comprendre pourquoi est-ce qu'on donne ces conseils-là. Parce que si on comprend le pourquoi du comment, eh ben, on développe un esprit critique et ensuite, à partir de là, on peut vraiment aller plus loin dans la pratique. Par exemple, avant de chercher à avoir toutes les cues possibles au squat, j'inviterai tout le monde à simplement connaître son anatomie, quels sont les muscles qui sont impliqués lorsqu'on fait du squat. Pourquoi? Bah, à cause des bases de la biomécanique, des insertions, etc. Donc, ok, par exemple, le squat, c'est un mouvement de triple flexion. Flexion de hanche, flexion de genou, flexion de cheville. Quel muscle est impliqué lors de la flexion de genou? Par exemple, ce sont les quadriceps. Quel muscle est impliqué pendant la flexion de hanche? Ce sont les fessiers. Pourquoi est-ce qu'on dit la flexion de hanche, c'est très important en squat? Parce que les fessiers, c'est des gros muscles qui sont très puissants. Et à partir de là, en fait, on commence à donner du sens, et du coup, il faut partir d'un socle de base. Donc, à mon sens, connaître l'anatomie, si on parle des bases, on va dire, de la programmation autour de la compréhension des mouvements, les bases d'anatomie, les bases de biomécanique, et ensuite on commence à aller chercher du plus spécifique. Et pour en revenir à la partie de programmation, parce que j'ai un petit peu divagué, selon moi, il faut connaître les trois leviers fondamentaux sur lesquels on peut jouer. C'est le volume. Donc le volume, par exemple, c'est
la somme de ce que vous allez faire en répétition au niveau du squat sur une journée. Par exemple, si vous faites 4 fois 6 répétitions, et ben 4 fois 6 répétitions, ça représente 24 répétitions. C'est le volume que vous allez faire sur votre séance au niveau du squat. Après, il faut comprendre la notion de l'intensité. Donc, c'est à quel point vous allez mettre lourd sur le mouvement, tout simplement. Et la fréquence. La fréquence, c'est sur une semaine, combien de séries vous allez faire, combien de répétitions vous allez faire. On peut jouer sur ces trois paramètres-là. Et ces trois paramètres-là, généralement, on joue de façon plus ou moins différente en fonction des objectifs, d'à quel point il y a une échéance qui est proche, etc. Et comme tu l'as mentionné avant, ce qui est bien, c'est de faire un état des lieux, de se poser des questions, de dire quels sont mes objectifs, quels sont mes points forts, quels sont mes points faibles, qu'est-ce que j'ai à travailler actuellement. Et si on veut aller un peu plus loin dans la programmation, moi j'inviterais les gens à ne pas passer du coq à l'âne, c'est-à-dire si vous avez une programmation A, ne passez pas directement à une programmation B, en fait. Allez-y progressivement et ne changez pas tout d'un coup et essayez de comprendre, par exemple, pourquoi est-ce que vous faites 3 squats dans la semaine. Pourquoi est-ce que vous faites 4 bench dans la semaine? Pourquoi est-ce que vous faites 2 deadlifts? Essayez toujours de vous poser la question du pourquoi. Et si vous n'arrivez pas à y répondre, eh ben, instruisez-vous, lisez des livres, lisez des ouvrages, etc. Et à partir de là, vous allez comprendre, enfin, vous allez commencer à donner du sens dans votre pratique. Et si tu veux, pour essayer d'aiguiller un peu les gens, parce qu'au final, j'ai peut-être pas donné tant d'éléments de réponse, je pense que Richemont, ça peut être bien si tu abordes un petit peu les principes peut-être de présentation de deload, de bloc et des types de périodisation qui vont peut-être essayer de commencer à mettre des mots sur des notions qu'on retrouve souvent dans la programmation. Alors, si on reprend le schéma de la périodisation classique, dans l'année, tu vas avoir les phases de construction, les phases de développement, les phases d'affûtage. Alors, on parle souvent en préparation physique de PPG, préparation physique généralisée, où on travaille toutes les qualités du corps, de PPS, préparation physique spécifique, et d'affûtage, picking. En fait, quand tu pars des principes du sport, tu vois, quand je parle de programmation et de périodisation dans cet aspect-là, j'ai l'impression d'être mon prof de PS de terminale, tu vois. Genre, j'ai l'impression que les principes sont vieux et que c'est plus Vieillissant, à la ouais. mode. Parce qu'en fait, quand tu vas sur Instagram, tu vois le truc, ouais, faut faire bloc par bloc, faut pas faire de différence entre les blocs, faut tout le temps run le même bloc pour pouvoir être cohérent entre les blocs et avoir de la progression, ce qui est vrai, ce qui est absolument vrai. Mais je suis pas totalement d'accord non plus. Moi, je pense que en fonction de la période de l'année, en fonction du bloc, tu dois avoir des blocs qui sont quand même assez différents, mais qui Mm. sont liés entre eux pour pouvoir travailler des qualités physiques différentes. Parce que justement, je trouve qu'en restant toujours sur le même bloc et le même bloc que tu vas faire pour préparer une compétition, bah, tu tombes dans l'hyperspécificité. Et l'hyperspécificité qui va te mettre, qui va te rendre plus sujet éventuellement aux blessures à cause de la dose de fatigue que tu as infligée, qui va te créer des points faibles, qui va te créer des compensations par plusieurs mécanismes. Et du coup, je pense que sur le long terme, le mieux, c'est de réfléchir, du coup, comme mon prof de PS de terminale, en PPG, PPS et affûtage. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire que tu dois faire sur un bloc du high bar x10, plus du développé couché jambe levée en 10x10. Et sur le bloc d'après, bah, tu vas passer sur un 3 squat avec 3 low bars, etc. Toujours garder un lien entre les différents blocs, mais avoir des objectifs différents en fonction des blocs et de la période dans l'année. Ensuite, faut retenir aussi que enfin, ça s'agit, ça se, oh là là, ça se, je vise les plus débutants, les néophytes quand je dis ça, mais il faut pas nécessairement aller à l'échec quand vous travaillez en force. Pourquoi ça sert à rien d'aller à l'échec? Parce que si vous allez à l'échec, donc ça veut dire que vous allez au max sur chaque série, vous allez vous dire j'ai forcé, donc je vais devenir fort, alors que c'est un faux ami. Alors oui, le fait d'avoir forcé, ça va vous apporter des gains, mais justement, comme Clément l'a dit précédemment, ce qui est important pour gagner de la force, c'est avoir une bonne fréquence dans la semaine. Donc c'est le nombre de fois que tu vas faire le mouvement dans la semaine. Mais si lundi, tu fais plein de séries et que tu vas à l'échec dessus, combien de temps ton muscle va mettre pour récupérer, pour que tu puisses refaire le mouvement dans la semaine? Elle est là la question. Et puis derrière, si tu restes à RP8, RP9, c'est-à-dire à une ou deux répétitions de l'échec, bah derrière, tu vas avoir la possibilité de récupérer beaucoup plus vite euh,
et pouvoir faire une deuxième séance sur le même mouvement dans la semaine, voire une troisième séance ou quatrième séance. Tandis que si tu étais allé à l'échec, bah, tu n'aurais pas pu justement récupérer. Et les gains que tu as eu justement en allant à l'échec, ils sont beaucoup plus proportionnellement minces que les gains que tu auras en restant RPE 8-9. Donc aller à l'échec, c'est vraiment un faux ami quand on parle de force. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à aller à l'échec si tu veux suivre une progression graduelle. Et à côté, bah, tu as les différents types de progression entre tes semaines. Donc tu vas avoir les progressions linéaires, donc à chaque fois, par Mm. exemple, avoir le même format, ajouter quelques pourcents de semaine en semaine, où tu vas avoir il y a quelqu'un qui tape dans mon mur. Où tu vas avoir les progressions spécifiques, les progressions, non, les progressions ondulatoires, pardon. Les progressions ondulatoires qui vont être variées, les schémas de travail, le nombre de séries, répétitions, etc. en fonction des séances et en fonction des semaines. Donc il y a pas mal de manières de faire, mais c'est les basiques à respecter pour pouvoir avoir une progression cohérente sur le long terme. Le tout, c'est de donner du sens à ce que vous faites et ne pas le faire parce que vous l'avez vu quelque part. Même quand votre coach fait une programmation, vous devez avoir ce sentiment justement de contrôle sur votre prog et justement demander pourquoi est-ce que vous faites ça, demander pourquoi est-ce que vous programmez et votre coach il sera toujours capable de vous l'expliquer et justement il le fera avec plaisir souvent, à part si vous l'harcelez, mais il le fera très souvent avec plaisir. Et normalement, il est capable de l'expliquer. S'il n'est pas capable de l'expliquer, c'est que c'est pas votre coach, c'est quelqu'un qui a fait la programmation au hasard. Mais voilà, soyez curieux, ayez cette sensation de contrôle sur votre programmation et ne mettez pas les choses au hasard. Et pour compléter ce que tu disais par rapport à la PPG, la PPS et le picking, en fait, on a l'impression qu'aujourd'hui, quand on utilise ces termes, on dit des gros mots, qu'on est des boomers et qu'on n'a rien compris à la programmation et qu'on a lu des bouquins de prépa physique qui ont 30 ans. En fait, je pense que si on prenait tous le temps de discuter autour d'une table avec les personnes qui sont contre ces notions-là, en fait, c'est juste que il faudrait qu'on soit d'accord sur la définition. C'est vrai que la définition d'il y a 30 ans et ce qu'on faisait il y a 30 ans, personne n'est en phase avec ça aujourd'hui. On sait, le sport, il a évolué. Les sciences du sport, c'est des sciences molles et du coup, la connaissance évolue et c'est une très bonne chose. Et je suis sûr que si on se mettait d'accord sur qu'est-ce qu'on appelle une PPG, qu'est-ce qu'on appelle une PPS, qu'est-ce qu'on appelle un picking, au final, on serait tous d'accord. En fait, ce qu'il faut simplement avoir en tête, c'est que il faut pas tomber dans les extrêmes. C'est-à-dire qu'en PPG, c'est pas une période durant laquelle vous allez avoir l'interdiction d'avoir de la spécificité et d'avoir l'obligation de faire que des renforts. Moi, j'aime bien dire que c'est des blocs un peu multi-cibles, multi-objectifs, et que vous allez simplement mettre le gradient un peu plus sur quelque chose. Par exemple, si vous êtes en PPG, comme vous êtes un peu plus loin d'une période de compétition, vous allez peut-être pouvoir lever un peu plus le gradient autour, par exemple, de travail de la technique, de travail des renforcements musculaires, etc. Ça ne veut pas dire que quand vous êtes en picking, vous ne devez pas travailler la technique et faire n'importe quoi. Mais c'est vrai que quand on est en PPG et que, par exemple, l'intensité est un petit peu plus basse, bah forcément, quand l'intensité est moins haute, on peut se permettre de faire des petits ajustements techniques. Vous n'allez pas faire des ajustements techniques lorsque vous testez votre max. Et je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est juste qu'il y a des périodes durant l'année où on va pouvoir travailler des qualités un petit peu plus que d'autres. Et les gens ont aussi un petit peu peur de la notion de prépa généralisée parce que c'est vrai que c'est pas la meilleure période pour exprimer sa force. Et du coup, ça fait peur aux gens parce qu'ils se disent, quand je suis en PPG, je régresse. Mais pas du tout. En fait, c'est juste que c'est pas le meilleur moment pour le faire. Et ce qu'il faut bien comprendre en force athlétique, c'est que c'est normal si vous n'êtes pas capable de faire votre max tout le temps. Parce qu'il y a des gens que je coach, euh, et c'est normal, c'est la question qu'ils me posent au début, c'est au bout de 3 ou 4 semaines de PPG, ils me disent, ah ouais, je sens que si je testais mon max aujourd'hui, je serais pas capable de faire mon max. Et moi, je réponds à ça, bah oui, c'est normal parce que c'est pas le bon moment pour le faire. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le test de max, c'est quelque chose qui s'amène avec le temps et qu'il ne faut pas confondre deux notions. Il y a la notion de travailler sa force et la notion de tester sa force. Quand vous êtes en PPG, vous êtes en plein dans le travail de force, mais vous n'êtes pas au meilleur moment pour exprimer votre force parce que peut-être que les processus de surcompensation, vous n'allez pas les avoir parce que vous avez encore beaucoup de fatigue, parce que vous avez peut-être tout simplement pas suffisamment de spécificité pour vous sentir à l'aise techniquement sur une rep. Pour autant, ça ne veut pas dire que lorsque vous allez tester votre max, vous allez être moins bon. Bien au contraire. Et dites-vous que lorsque vous faites une PPG, vous pouvez très bien mettre des singles si vous le souhaitez, mais c'est juste que vous n'allez peut-être pas avoir 3 SBD dans la semaine. En fait, il faut juste voir ça comme des gradients sur lesquels vous allez jouer au fur et à mesure, mais que
moi, ce que j'aime bien dire, c'est que quand on est en PPG ou en PPS, ou du moins qu'on n'est pas en période de test de max, et ben c'est là où on travaille sa force et c'est au final les périodes les plus importantes de l'année. Parce que lorsqu'on teste son max, au final, c'est que la résultante de ce qu'on a fait antérieurement. C'est pas le jour J qu'on progresse, c'est tout ce qu'on a fait par le passé qui nous amène à ce niveau-là. Et du coup, il faut vraiment avoir en tête que, voilà, en force athlétique, c'est normal si on peut pas tous les jours être performant à la salle. Il y a des jours où on va déraque la barre, on aura l'impression d'avoir une tonne sur le dos. C'est pas grave, ça fait partie du sport et on est tous confrontés à ça. Je sais pas ce que tu as. Enfin, est-ce que par exemple, toi, tu aurais un peu d'expérience personnelle à ajouter par rapport notamment aux sensations? Parce que je sais que ça, c'est quelque chose qui fait peur à énormément de pratiquants, de pas toujours se sentir en forme à l'entraînement. Bah moi c'est quelque chose, bon tu vois je donne la leçon aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui m'a fait défaut pendant longtemps. Genre j'arrivais pas à travailler sur d'autres qualités physiques que la force tu vois hyper spécifique parce que je me sentais trop faible en fait. Mm, J'avais l'impression de perdre toutes mes compétences et tout, mais ça me faisait stagner. Donc c'est paradoxal. En fait t'es en train de te rassurer quand tu restes toujours tu vois dans le même mm, entraînement mm. et que tu restes toujours au même max et que tu veux toujours faire tes mêmes parts. Mais derrière, tu t'éloignes pas pour travailler d'autres qualités physiques et du coup, tu n'augmentes pas ton potentiel selon moi. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et Ouais. pendant longtemps, je suis resté dans ce piège-là et petit à petit, en fait, j'ai débloqué ce piège et je m'en suis beaucoup mieux sorti derrière. Mais le tout, tu vois, c'est de la curiosité. Le tout, c'est de comprendre ce que tu fais et justement, je trouve que c'est un axe à part entière, justement, ça, le fait de développer son esprit critique et développer sa curiosité quand t'es un athlète. Quand t'es un athlète, pour moi, déjà, de un, tu dois pas consommer des conseils sans les comprendre. Euh, je trouve que déjà, ça a aucun sens. On te donne un conseil, tu le comprends pas, qui te paraisse pertinent ou non pertinent, tu te poses pas la question et tu pas de comprendre pourquoi tu fais ça. Je trouve que les meilleurs athlètes, c'est ceux qui comprennent pourquoi ils font ça, parce qu'au final, ils sont prêts à faire des changements, des fois sur eux-mêmes, sans qu'on leur dise rien. Tu vois, on leur donne quelques pièces du puzzle, et au Mm, final, ils trouvent les autres pièces parce que justement, ils ont eu cette approche scientifique et cette méthode, tu vois. mm. Et je trouve que c'est quelque chose qui pousse vers le haut, justement, à savoir être autonome et à savoir prendre le contrôle. Et ça vaut aussi pour quand un coach donne une cue ou une consigne, bien comprendre les bases. Et comme tu le disais tout à l'heure, comprendre, enfin, se former surtout avec des bases en fait solides, notamment vis-à-vis de l'anatomie, de la biomécanique. Comme tu disais, bah, on va aller chercher plus de flexion de hanche. Pourquoi? Parce que mes fessiers sont puissants. Pourquoi? Parce que ça s'attache là, c'est ça proximal distal, etc. Tu vois, ainsi de suite. Mm. Tu comprends les bases de l'anatomie et tu comprends pourquoi tu fais ton mouvement comme ça, pourquoi tes spécificités sont celles-ci, pourquoi ce mec est fort au deadlift, pourquoi tu es moins bon au bench, est-ce que il faut fermer les coudes ou écarter les coudes quand tu fais ton développé couché. Et voilà, tu vois. Donc la formation, c'est vachement important. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et je rebondis sur ce que tu as dit par rapport à l'autonomie. Je pense que les meilleurs athlètes, c'est ceux qui arrivent à trouver cet équilibre entre autonomie et être dépendant au final du coach. C'est-à-dire que un athlète qui a besoin systématiquement, donc je parle hors période qui pourrait s'y prêter à de fortes sollicitations, qui a besoin de tous les jours parler au coach pour lui poser des questions et qui n'a aucune capacité, on va dire, de s'adapter à l'instant T, en final, c'est un athlète qui va pas être capable, du coup, d'être bon dans sa pratique. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de signaux internes que le coach ne ressent pas et ne ressentira jamais. Et heureusement qu'on n'est pas dans la peau de nos athlètes. Mais du coup, si t'es pas capable de prendre des bonnes décisions par toi-même de temps en temps, au final, quand des situations auxquelles tu seras seul à devoir affronter ces situations-là, eh ben, tu vas pas réagir de la bonne des façons forcément, parce que tu auras créé une dépendance qui sera trop importante. Mais à l'inverse, un athlète qui envoie jamais de retour au coach, qui dit bon si ça va, j'ai pas besoin de retour, etc., et qui du coup peut passer à côté de certaines erreurs, c'est pas bon non plus. C'est bien des fois de prendre du recul, de poser des questions au coach, etc. Mais en tout cas, à titre personnel, et dans ce que j'ai pu remarquer en tant que coach, ce qu'il faut, c'est trouver un équilibre. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a des périodes de forte sollicitation, il peut y avoir des périodes de doute. Par exemple, un athlète, quand il est très fatigué et qu'il est en picking, il va peut-être plus solliciter son coach que quand tout roule, qu'il n'y a pas de blessure et que tout va bien. Et il faut trouver cet équilibre entre être capable d'être autonome dans certaines situations et de temps en temps faire appel au coach quand on estime que c'est important et que son avis compte et qui peut nous aider à prendre du recul, à avoir de l'objectivité sur une situation, etc. Et à l'inverse, moi, ce que j'aime bien faire quand un athlète me sollicite beaucoup, c'est le re-questionner en retour.
J'ai eu l'exemple, il y a pas plus tard qu'hier, j'ai un athlète qui a fait une compétition et qui était, je pense, un petit peu déçu de sa performance au soulevé de terre. Et bah, il m'a posé la question juste derrière de dire, coach, je peux tester mon max au deadlift demain. Et plutôt que de l'engueuler et lui dire, mais t'es stupide de faire ça, tu viens de faire une compétition, ton corps il est fatigué, tu vas te blesser, etc. En fait, c'est comme les enfants, plus tu vas leur dire non et au moins ça va fonctionner. Et bah j'ai juste dit, pourquoi tu veux faire un max? Et il a réfléchi, il s'est posé la question et il s'est dit non, c'est stupide, en fait, on va même pas le faire. Et j'ai même pas eu besoin d'argumenter. Et c'est souvent ça, en fait. Il faut avoir une relation avec le coach qui fait que l'athlète est capable d'avoir suffisamment d'autonomie, mais dans ce genre de situation où on sent qu'on risque de faire des bêtises, où on a besoin d'aide du coach, bah, faut pas hésiter à avoir des sollicitations et à solliciter le coach parce qu'il est aussi là pour ça. Complètement d'accord. Donc ça revient à la méthode scientifique, hein, au truc que mes profs m'ont rabâché, si tu veux, aussi en STAPS, se poser les bonnes questions, donc lire, étudier, croiser les sources, remonter à la source de l'information, créer du sens justement dans tes recherches, dans tes connaissances, pour construire un entraînement qui va être cohérent, qui va être personnel, qui va être motivant et personnaliser ta vie, personnaliser ton entraînement, pardon, Mm. tu vois, en fonction de ta vie, en fonction de tes expériences et en fonction de tes connaissances et des conseils de ton coach. Mais l'exemple que tu viens de donner là, il est très très parlant parce que au final, même quand un athlète il n'a pas l'amplitude par exemple sur un mouvement, limite tu vas lui dire ouais tu descends pas assez, il va te contredire. Mais si tu lui dis est-ce que tu penses que si tu avais fait ce squat au championnat de France, l'arbitre il te l'aurait donné, Mm. bah tu vois ça va répondre à la question. Et ça n'a rien de, tu vois, je trouve paternaliste de faire ça Mm. parce que au final moi aussi par exemple tu vois là tu gères ma programmation. Moi aussi, si par exemple je faisais un move débile ou que je te suggère un truc débile et que tu me posais la question, est-ce que tu penses que ça te ferait progresser, ce serait bien pour toi? Et au final, je me dirais, mais en fait, tu vois, je suis bête. Donc voilà, je pense que c'est bien de se poser les questions soi-même. Et si on le fait pas et que le coach se rend compte qu'on s'est pas posé la question soi-même, bah c'est de la responsabilité du coach de nous la faire, nous la poser. Et justement, ça rejoint la question de quand tu te poses les bonnes questions, ça te permet de respecter les contraintes implicites du sport, tu vois, pour durer. Donc, il y a pas mal de contraintes implicites dans le sport ou des contraintes explicites, quoi. Par exemple, comme je disais tout à l'heure, ne pas s'entraîner proche de l'échec, du coup, ne pas se cramer. La récupération, c'est super important. Donc, avoir une bonne hygiène de vie lorsque tu vas être un bon athlète, c'est le minimum. Donc bien dormir, bien manger, apprendre à écouter ses signaux. Donc si tu es fatigué, si tu es douloureux, si tu es nerveux, apprendre à te limiter et ne pas nécessairement suivre nécessairement forcément la prog comme un robot. Euh, Apprendre à être régulier, tu vois, dans ta technique. Donc aller filmer tes lifts, chercher l'efficience, ne pas rester sur une certaine amplitude si tu vois que tu as hyper mal, éventuellement travailler sur ta mobilité quand t'es face à une situation comme ça et mettre en place des routines simples sans que le coach n'ait à te le dire. Le coach doit te le dire, tu vois, si tu en Mm. as besoin. Mais même si le coach te l'a pas dit et que tu te demandes si tu dois le faire et que tu testes et que tu te sens mieux, bah garde-la et ensuite informe ton coach. Ou bien si tu es en auto-coaching, apprends à bien t'échauffer, apprends à savoir quoi faire post-training, apprends à avoir une vision à froid de ton training et c'est comme ça, avec cette proactivité, que tu progresseras. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, je suis complètement d'accord avec toi et je vais prendre l'exemple un petit peu inverse parce que jusqu'à présent, on a dit aux gens, développez votre curiosité, et cetera, ayez, un minimum d'autonomie, essayez de comprendre. Il y a un piège dans lequel il faut pas non plus tomber, c'est de trop intellectualiser la pratique sportive, ou du moins en tant qu'athlète. Le coach, lui, j'ai envie de dire, au plus il va chercher à intellectualiser, on va dire, ses connaissances, et cetera, et mieux c'est. Mais dans le cadre de l'athlète, en fait, ce qui peut parfois le perdre, c'est que si tu réfléchis trop sous la barre, au final, tu oublies les fondamentaux du sport. Et la force athlétique, c'est simplement de pousser. Et parfois, il y a certains athlètes qui se posent tellement de questions et qui remettent tellement tout en cause tout le temps en permanence qu'en fait, ils laissent pas simplement le temps au process de se faire. Par exemple, imaginons demain, il y a un athlète qui a une technique A au squat qui marche bien, mais qui va l'emmener dans un mur. Et ben, il faut accepter que la technique B, le temps que ça devienne le pattern de référence, le temps que l'apprentissage moteur se fasse, et ben forcément, dans un premier temps, on va être moins fort parce que c'est une technique sur laquelle c'est pas naturel. Et du coup, parfois, il y a des athlètes qui abandonnent trop vite un changement de technique parce que il n'y a pas encore les résultats qui sont là. Mais il faut laisser du temps. Alors, c'est une règle qui peut, comment dire, être remise en question, etc. Mais dans les sciences de l'apprentissage moteur, pour savoir si un pattern est efficace,
sur un sport qui est pratiqué plusieurs fois par semaine, on dit au bout d'un mois, on peut se faire une idée de ce que ça donne sur un changement de technique. Avant un mois, en fait, on doit trop être proactif et concentré pendant le mouvement pour se faire une idée de si c'est mieux ou si c'est moins bien. Et dans un mois de pratique de force athlétique, par exemple, il peut y avoir beaucoup de séances de squat. Il peut y avoir beaucoup de séances de squat durant lesquelles on est un petit peu moins fort, mais c'est pas pour autant que la technique, sur le long terme, elle nous rendra pas meilleur. Et moi, pour illustrer ça, j'aime bien cette notion de il faut reculer pour sauter plus loin. Si tu sautes sans élan, c'est bien, tu peux sauter à 1 mètre, 1 mètre 50. Par contre, si tu acceptes de prendre un pas, deux pas, trois pas, quatre pas, et chaque pas, ça représente une semaine d'entraînement, et ben au final, tu auras une prise d'élan qui sera plus longue, et on verra à la fin si c'est quelque chose qui est plus efficace ou pas pour toi. Mais il faut laisser du temps au process, et il faut parfois, si on sent que l'athlète il commence à se poser trop de questions, se dire, ok, je mets mon cerveau de côté, je vais m'entraîner, et après la séance, éventuellement, on prend du recul, on analyse à froid, etc. Mais il faut pas oublier les fondamentaux de notre sport, sans dire qu'on fait un sport d'abruti, hein, mais il faut se dire que parfois, quand on est quand on est à la salle, il faut pousser. Et pour terminer, j'aimerais dire aussi que il faut pas chercher à changer trop de choses d'un coup. Moi, j'aime dire qu'il faut se concentrer sur un élément à la fois, sur, on va dire, un conseil dans la semaine, voir à la fin de la semaine ce que ça a donné. Si à la fin de la semaine, c'est toujours pas acquis, et ben, on continue sur cet élément technique-là. Et seulement une fois que cet élément technique-là, il est maîtrisé, on peut aller plus loin et se concentrer sur d'autres éléments techniques. Mais si on cherche à tout faire d'un coup, ça va juste être un fouillis technique et ça va mener à rien, ça va juste amener l'athlète à douter et à ne pas performer. Je sais pas quel est ton... Enfin, si tu as des choses à ajouter ou quelle est ton opinion par Pas rapport à ça. nécessairement, pas nécessairement. Je pense que justement, ouais, faut pas trop intellectualiser sa pratique. Faut respecter les contraintes que j'ai citées avant, et sur ce point-là, j'ai pas nécessairement de choses à ajouter. De toute façon, le sujet qu'on aborde en soi, je le trouve assez simple. Mm, Donc, le mot entre guillemets de la fin, même si c'est pas encore la fin, c'est que le tout pour devenir meilleur, c'est le fait d'être un athlète proactif dans sa progression, non? clairement, clairement, clairement. Et aussi, n'ayez pas peur d'emprunter un chemin différent que celui de votre voisin. Parce que ce qui est cool, c'est que dans les sciences du sport et dans la préparation physique, pas que dans la force athlétique, on part souvent d'une ligne commune qui sont, on va dire, les règles fondamentaux, enfin les fondamentaux, et ensuite on peut emprunter des chemins différents. Et ça veut pas dire que parce que lui, il emprunte le chemin de droite et nous, on emprunte le chemin de gauche avec une technique qui peut être différente, avec des méthodes d'intensification qui sont différentes, etc., avec une programmation différente, on aura des moins bons résultats. Parce que il y a des personnes qui aiment bien savoir comment tout le monde s'entraîne, etc. Et c'est une bonne chose d'avoir cette curiosité. Mais ce qu'il faut surtout chercher à faire, c'est de suivre le plan initial et d'écouter son coach. Parce que je vois beaucoup d'athlètes, et c'est pas un mal, hein, ça part d'une bonne intention, qui vont prendre des informations à gauche, à droite. Et en fait, au final, aucun coach sportif n'aura forcément tort, mais chacun va lui apporter sa vision de l'entraînement. Et ce qu'il faut, c'est suivre une ligne. Parce que si un coach dit A et que l'autre coach dit B, ça ne veut pas forcément dire que celui qui dit A a tort ou que celui qui dit B a tort. Mais par contre, si l'athlète il s'engage pas dans quelque chose et qui suit pas fermement son coach, et ben au final, il va pas emprunter le bon chemin parce que le coach il construit une logique autour de ce qu'il donne comme information à son athlète et ce qu'il programme à son athlète. Et du coup, si on suit pas cette logique, c'est là qu'on peut avoir des mauvais résultats. Donc je dirais Bah, que la confiance c'est hyper vas-y. important. Bah, en plus de ça, j'ai un exemple tout con. Si par exemple tu vas aller quelque part et que tu utilises Waze, tu utilises Google Maps et que tu utilises Apple Plan, Mmh, les trois peuvent potentiellement te donner une route différente. ouais, Si tu suis les trois routes, bah, tu vas arriver au même endroit, peut-être avec 5 minutes d'écart. mmh, Quoique avec Google Maps, peut-être tu arriveras 1 heure après, je sais pas. ouais, Mais si tu suis Waze, ensuite tu suis Plan, ensuite ouais. tu suis Maps, et que tu changes d'application toutes les 5 minutes, tu vas jamais arriver à ta destination parce que tu vas faire des demi-tours, tu vas faire des détours, tu vas suivre aucun chemin, tu vas Mmh, prendre des chemins contradictoires, et voilà. Donc c'est bien d'élargir sa pensée et de comprendre le pourquoi du comment, mais l'important, c'est d'utiliser ces routes-là, ces routes différentes, pour clairement. compléter ton chemin à toi et suivre le chemin que tu vois ou bien le chemin que ton entraîneur projette pour toi. Si tu prends ce conseil-là et que tu prends le conseil de ton entraîneur et que tu prends un autre conseil, etc., sans comprendre pourquoi et que tu te demandes pas plus de détails auprès de ton entraîneur ou que tu comprends
pas le conseil, ça sert à rien et ça va juste ralentir dans ta progression. Donc je trouve que cette métaphore elle est assez pertinente Elle me sur ce par- genre Elle d'exemple. me parle bien ta métaphore et je vais même l'utiliser en la contournant un peu. C'est que il faut pas avoir peur de pas emprunter le chemin le plus rapide non plus. Par exemple, t'as le chemin, c'est l'autoroute. Donc l'autoroute, c'est bien, ça t'emmène plus vite à destination, mais c'est payant. Et t'as les petites routes. Si t'es un athlète et que tu te dis mon travail, il est quand même prenant, il est quand même assez stressant, assez difficile, etc. Il n'y a pas de mal à se dire je vais emprunter les petites routes parce qu'au final, certes, tu vas peut-être mettre quelques mois supplémentaires à atteindre ton objectif, mais au final, tu y arriveras à ton objectif. Alors que si tu es quelqu'un qui n'a pas les moyens de prendre l'autoroute et que tu veux quand même la prendre pour arriver le plus vite possible, bah en force athlétique, ça va résulter par, entre guillemets, un burn-out sportif, potentiellement un surentraînement si tu récupères pas suffisamment. Enfin, il y a plein de choses qui risquent de te faire arrêter parce que tu suis pas un chemin qui est adapté à toi. Et du coup, je pense qu'il faut pas avoir peur d'emprunter un chemin qui qui sur le papier est imparfait, mais te plaît et te convient complètement, plutôt que de chercher à prendre toujours la route la plus rapide possible, parce que tout le monde n'a pas la possibilité de prendre l'autoroute en fonction de ton métier, en fonction de tes envies, en fonction aussi de ta tolérance à aller à la salle. Il y a des gens, ils n'ont pas cette capacité de rester 10 heures par semaine dans une salle, parce que c'est juste trop pour eux, ça les saoule, ça leur convient pas, etc. Donc, je pense qu'il faut être prudent par rapport à ça. Et au final, tout ce qu'on dit, ça englobe un mot général qu'on emploie de façon très large, mais c'est l'individualisation. C'est au final ce qui permet à un athlète d'aller loin et ce qui permet à un coach d'avoir des bons résultats avec ses athlètes, c'est l'individualisation. Poser des questions, créer des échanges, ne pas oublier qu'on est des humains et pas des robots, parce que si on était des robots, on suivrait tous le même programme et la même ligne de code qui nous permettrait d'avoir l'objectif final et on serait tous des sportifs de haut niveau. C'est pas le cas. Donc, il faut pas avoir peur de faire des choses un petit peu différentes. Il faut accepter, enfin, il faut connaître ses points forts et connaître ses points faibles. Je pense que se connaître, c'est une bonne qualité. Être capable de prendre du recul et de dire, OK, ça c'est mes forces, mais j'ai aussi ça comme faiblesse, pour pouvoir en faire part au coach et que le coach puisse aider à faire en sorte qu'on exprime au mieux les points forts et que les points faibles, on les travaille pour que ça devienne à long terme plus des points faibles, tout simplement. Mmh. Exactement, exactement. Ouais, donc je pense que ouais, surtout un bon athlète derrière, enfin comment est-ce qu'il va aider le coach et en lui donnant les informations nécessaires pour Ouais, l'aider à ajuster sa programmation et tu vois ça va s'arrêter là. La compétence du coach derrière elle est là pour ça et un athlète qui est en auto-coaching, bah, il va chercher justement à avoir une bonne introspection sur lui-même et croiser les informations qu'il a appris et qu'il a critiquées euh, pour pouvoir euh, pour pouvoir avoir une programmation pertinente. Mais derrière tout ça, est-ce que tu penses qu'il y a des erreurs, genre une liste d'erreurs ou quelques erreurs qu'il faut absolument éviter si jamais tu veux devenir un bon athlète, des choses à absolument ne pas faire. Là, il nous reste 7 minutes avant de faire 1 heure. Du coup, on va essayer de boucler ça ouais. dans ce temps imparti. Je pense que le meilleur ami et le pire ennemi du powerlifter, j'en ai déjà parlé au début du podcast, c'est l'ego. Donc il faut avoir de l'ego bien placé et écouter son coach. Parce que parfois on refuse d'écouter son coach parce qu'on se dit qu'on va perdre du temps. Par exemple sur la depth au squat, hein, qui est un sujet où je pense tous les coachs se reconnaîtront là-dedans, où ils se battent avec leurs athlètes pour dire à mon avis tu manques de profondeur, etc. Et l'athlète n'écoute pas et n'accepte pas les remarques parce que ça le ferait reculer de 5-10 kilos sur son squat. Et au final, on s'enferme dans des schémas de stagnation parce que bah, l'athlète, il est confronté à un mur, il se prend une bulle en compétition, il redescend un peu plus, puis après son ego le refait re-squatter plus haut, etc. Donc l'ego, il faut bien le placer. Il faut le placer au service de la performance et pas au service de la confrontation avec son coach. Donc l'autre chose que je dirais, c'est comme on a dit, faire confiance à son coach, qu'on a tous des méthodes différentes, que le coach comme l'athlète, c'est des humains, c'est-à-dire que personne ne fait de magie, l'athlète ne fera rien de magique si le coach n'est pas investi, et le coach ne fera pas de magie si l'athlète n'est pas investi. Un suivi, c'est quelque chose qui doit être proactif. Je vais prendre un exemple qui me parle parce que j'ai pas mal d'amis qui sont kinés, par exemple. Si vous allez chez le kiné en ayant en tête que le kiné, il va vous soigner en vous faisant 2 massages et que vous aurez plus mal,
il y a fort à reparier que vous aurez mal à la fin. Par contre, si vous allez chez le kiné en disant je ferai ce que le kiné me dit et je ferai pas ce qu'il a forcément, enfin, ce que j'ai envie d'entendre, et que le kiné dit il va falloir faire des exercices, il va falloir s'impliquer au quotidien, bah, c'est là où vous pourrez avoir des progrès. Et c'est pareil avec le coach. Parfois, vous allez devoir faire des choses qui sont pas très sexy, et il faut pas voir la progression uniquement autour des prismes du squat, du bench et du deadlift. Ça se construit par un ensemble de choses. Par exemple, si le coach voit que vous manquez de sommeil et met un mot d'ordre à ce que vous commenciez à traquer ça, etc., et que vous mettiez des solutions en place pour optimiser ça, c'est peut-être ça au final qui va vous faire progresser plus que votre format ondulatoire au squat, etc. Donc, il faut avoir conscience que la force athlétique, c'est un prisme complet, et il faut pas chercher à avoir des solutions pansement. Une solution pansement que j'ai, par exemple, c'est des athlètes qui me disent je récupère mal, je vais prendre du collagène. Bah non, commence par bien récupérer, par exemple, commence par optimiser ton sommeil, commence par bien dormir et tout. Et après, si tu veux, on pourra aller gratter des petits détails comme la supplémentation. Mais il faut toujours prendre les choses par ordre hiérarchique, je dirais. Et Ok, toi, Rico, quelles ok. sont les erreurs ou peut-être les choses à faire, au-delà des erreurs, les choses à faire si on veut être un bon athlète, en fonction de comment on voit les Bah, choses. il y a une erreur à laquelle je pense en particulier, mais j'avais déjà abordé au début du podcast, c'est qu'il faut pas tester sa force en permanence. Ouais, Ça, déjà, tu vois, c'est le truc de base. 100% d'accord. Euh, Parce que ouais, ça va juste mener à la stagnation. Faut pas trop souvent changer de programme, parce que derrière, tu peux pas développer des adaptations sur un schéma que tu as prédéfini. Et ton programme peut potentiellement, tu vois, manquer de cohérence d'un bloc à l'autre, comme on le disait. Derrière, faut pas copier-coller des méthodes ou bien écouter d'autres coachs sans justement comprendre le contexte du conseil ou bien la provenance du conseil et critiquer le conseil soi-même. Et surtout, si on veut performer, avant tout, je pense qu'il faut maîtriser les bases, ne pas vouloir mettre la charrue avant les bœufs et ne pas tout simplement vouloir aller trop vite, hein, parce que c'est notre pire ennemi. Et derrière, même si on a l'impression d'avancer vite au début, on va devoir un jour revenir en arrière pour travailler les bases, et ça, on ne pourra pas y échapper. Non, je suis 100%, je suis 100% d'accord avec toi. Moi, je pense Ok. que un truc qui peut aider les gens qui sont peut-être un petit peu perdus pour, on va dire, faire le mot de la fin, c'est que si vous entendez un conseil ou si vous entendez quelqu'un qui vous donne dans sa façon de donner ses conseils et de vous aider des ordres et qui ne parle jamais au conditionnel ou avec un minimum de pincettes et un minimum de contexte, c'est que généralement cette personne elle est dans le faux parce que si on affirme avoir raison, être sûr d'avoir la bonne méthode, etc., c'est qu'au final, on n'a pas compris les sciences du sport parce qu'on s'adresse à des humains. Et je pense qu'il faut qu'on prenne un peu de recul par rapport à ça. Alors, quand je dis ça, c'est un peu enfin, ça peut être pris comme une attaque par rapport à ce qu'on voit au niveau du contenu sur les réseaux sociaux, mais il faut avoir aussi en tête que les réseaux sociaux, c'est le jeu des réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'un discours nuancé, c'est un discours qui va moins bien marcher sur les réseaux. Mais j'invite quand même tous les coachs et même tous les athlètes à pas trop développer cet effet Dunning-Kruger. Donc vous irez voir ce que c'est l'effet Dunning-Kruger, à dire moi je sais, je sais. Euh, Prenez en considération que plus vous savez sur un sujet, et plus vous vous rendez compte que vous ne savez rien. Soyons tous humbles dans notre pratique, ne nous mettons pas sur la tête les uns les autres, parce que je pense qu'au final, si on venait à discuter en vrai tous ensemble, sans mettre d'ego mal placé, on serait d'accord sur beaucoup de choses. Mais voilà, moi, ce serait de me méfier de l'information qui affirme beaucoup et d'être curieux, comme un petit enfant de 4 ou 5 ans, de poser la question du pourquoi, 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 parce que la curiosité, c'est ce qui amène à trouver au final la bonne information et la bonne connaissance. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs chemins qui peuvent mener à un seul endroit. Et le fait d'affirmer qu'il y a un seul chemin qui peut y mener, souvent c'est faux. Mm. Faut aussi faire attention quand on voit les choses sur les réseaux, parce qu'en fait, quand on étudie la préparation physique et quand on passe un diplôme d'entraîneur, c'est le genre de choses souvent qu'on apprend. Ouais, La science de la préparation physique, au final, c'est une science molle, donc elle peut évoluer. Il y a plusieurs avis qui peuvent être valables. C'est difficile de totalement affirmer quelque chose, même quand tu parles scientifiquement, quand on fait des expériences, tu vois, faut toujours utiliser le conditionnel. Il exactement. semblerait que, tu vois, quand tu observes des résultats.
Et au final, maintenant, les réseaux sociaux veulent que les avis soient assez tranchés. Et derrière, ça, pour moi, c'est un gros risque, tu vois, quand on parle d'un point de vue scientifique. Donc ouais, comme a dit Clément, je pense qu'il faut pas tomber dans cet effet Dunning-Kruger. Quand on en apprend un tout petit peu, on a l'impression de tout savoir. Du coup, on veut contredire tout le monde. Personnellement, pour faire le mot de la fin, en STAPS, j'ai beaucoup de profs, notamment je pense à un de mes profs, le référent au niveau à Nanterre, Serge Collinet, qui me posait des questions sur la préparation physique en powerlifting, tu vois, en force athlétique, qui me demandait plus ou moins des conseils en fait. Mais je trouvais ça juste fou. Mais en fait, justement, c'est ça, je trouve, la vraie connaissance. C'est que quand tu croises quelqu'un spécialisé dans quelque chose, bah, tu vas lui poser des questions. Mm. Et moi, je sais qu'il s'y connaît, mais 1 milliard de fois plus que moi, tu vois, en préparation physique. Sinon, bah, il serait pas prof. Mais derrière, justement, je pense que c'est pour ça qu'il s'y connaît autant. Dès qu'il voit une source d'information, bah, il la prend, il la recoupe, etc. Et derrière, bah, en fait, c'est ça, cette humilité de se dire qu'en fait, plus je sais que je ne sais rien. Mm. Et au final, tu vois, là, il a pris mes conseils. Donc derrière, il a de la connaissance en force athlétique, il a de la connaissance dans les autres domaines, et ainsi de suite. Au final, il a un socle de connaissances hyper développé, et il va pas rentrer dans le débat sur un sujet qu'il ne maîtrise pas autant. Mm. Mais au final, c'est ce qui fait qu'il a cette culture justement derrière. Et je trouve que c'est important de garder de la mesure et rester curieux en préparation physique parce Ouais, qu'au final, on sait tous rien. faut pas qu'on cherche à confronter les idées, mais à plutôt comprendre les idées de chacun. Et les développer entre elles, c'est ça. Voilà. Donc voilà, pour le mot de la fin, je trouve que tu vois, on a quand même pas mal développé là, on a un petit peu dépassé l'heure. Mais pour le mot de la fin, je pense qu'être un bon powerlifter, pour faire en 1 minute comme la dernière fois, je pense qu'être un bon powerlifter, c'est surtout comprendre que ça se construit sur du long terme et sur de l'intelligence vis-à-vis de sa propre pratique. Donc être patient, trouver un pourquoi, avoir le bon mindset et être bien entouré, c'est-à-dire soit avec un coach, soit avec des informations qui viennent de la bonne source. Et surtout, si jamais vous n'avez pas nécessairement de structure vis-à-vis de l'entraînement et que vous voulez aller plus loin, Clément et moi, nous proposons des accompagnements personnalisés. Donc, si jamais vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur notre page Instagram RC Training Pro et on conviendra d'un appel pour pouvoir discuter un peu de vos objectifs, de ce que vous recherchez et pouvoir travailler ensemble. Donc, si jamais tu as un message pour la fin, Clément. Eh bien, n'hésitez pas à nous suggérer ce que vous aimeriez qu'on aborde lors des prochains podcasts. On a déjà quelques idées en tête. Notamment, moi, j'aimerais bien aborder la notion d'imagerie mentale avec des conseils, des tests concrets, etc. Mais si vous avez d'autres idées en tête, des choses qui vous plairaient qu'on aborde, n'hésitez pas à nous en faire part. Vous pouvez même être assez précis parce qu'au final, quand c'est des sujets qui sont très larges, ça peut être un peu difficile pour nous à nous projeter sur ces sujets-là. Mais si vous avez des thématiques précises, n'hésitez pas à nous envoyer un message privé sur Instagram ou à le suggérer directement sur le post sur lequel on a annoncé qu'on faisait des podcasts. Ok, ouais, bon bah très 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 bien. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. C'était franchement un plaisir de le tourner encore une fois. Et on se revoit dans quelques jours pour un nouveau podcast. Allez, ciao tout le monde, à la prochaine. Ciao.